Le témoin. Bonjour. This was all with my French, and now I continue. Voilà ce que je peux vous dire en français. Je vais poursuivre en anglais maintenant. I start with your identification. Et donc, je vais commencer par vos coordonnées personnelles. Vous appelez Joël Quadio Nguessan. Est-ce exact? And you have been. Vous êtes né le 17 juillet 1956 à Toumoudi, en Côte d'Ivoire. You are an Ivorian. Vous êtes ressortissant ivoirien, d'ethnicité baoulé et de confession protestante. Est-ce exact? What is your current occupation? Quel est votre emploi actuel, monsieur? En gestion et management. Et parallèlement à ça, je suis le secrétaire général adjoint du parti politique en Côte d'Ivoire qui se nomme le Rassemblement des Républicains, chargé de la communication et en même temps porte-parole. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, vous savez, bien entendu, que cette chambre a été constituée pour juger l'affaire Le Procureur contre M. Gbagbo et M. Blegoudé. Et vous êtes ici, vous avez été convoqué en tant que témoin, et vous êtes ici pour aider la Chambre dans sa quête de la vérité. En tant que témoin, les parties vont vous poser des questions. Cela commencera par le bureau du procureur, puis ensuite les deux équipes de la défense, pour M. Gbagbo et M. Blegoudé, vous poseront des questions. Et au cas où cela est jugé nécessaire, les juges peuvent également vous poser des questions. You know that, obviously, that as a witness, you are. Alors, en tant que témoin, vous savez que vous devez dire la vérité. Votre devoir consiste à dire la vérité. Et en conséquence, avant de commencer à vous poser des questions, il faut que vous prononciez une déclaration solennelle à cette fin. Je vais donc vous demander de répéter les mots suivants après moi. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. Solennellement que je dirai la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Perfect. Parfait. Alors manifestement, vous savez, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, ne pas dire la vérité ou donner un faux témoignage est un délit devant cette cour. Et en tant que délit, tout délit est donc punissable. Vous le comprenez cela, n'est-ce pas? Science. Finally, I have just to tell you that Et en dernier lieu, je dois vous dire que donc vous allez vous exprimer en français. court is bilingual. Cette cour est une cour bilingue. Les langues de travail sont l'anglais et le français. Et par conséquent, je vous demanderai de parler lentement, comme je le fais maintenant. Et avant de répondre aux questions, marquez un temps d'arrêt. Faites en sorte, pour que la question puisse être traduite et pour que les sténotypistes et les interprètes puissent faire leur travail et puissent interpréter les propos. Donc,
vous n'avez pas demandé de mesures de protection, personne n'a demandé de mesures de protection pour vous, donc vous savez que tout ce qui se dit ici est public. Et avant, voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous dire avant de donner la parole au représentant du bureau du procureur. Alors, il a été indiqué que les questions du bureau du procureur vont être posées pendant 7 heures, à savoir aujourd'hui et demain. Donc, monsieur, vous avez la parole, monsieur Dimerjian. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Nguessan. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés très brièvement. Je m'introduis à nouveau. Mon nom est Alexis Demirjian et je vous poserai des questions ce matin et demain pour le bureau du procureur. Donc, je ne vais pas répéter les consignes du juge qui préside. Par contre, j'aurai 2 ou 3 petites consignes à moi pour nous préparer pour ces questions. Premièrement, j'aimerais vous dire que comme vous êtes un témoin des faits et que vous êtes né, vous avez grandi en Côte d'Ivoire, certaines de mes questions vont vous paraître très évidentes. Je vous demanderai d'être patient avec nous. Beaucoup d'entre nous n'étions pas en Côte d'Ivoire durant les événements. Alors, n'hésitez pas à donner des réponses de façon aussi complète que possible. Bien pris. Deuxième chose, mes questions seront ouvertes. Ça veut dire que dans mes questions, il n'y aura pas d'éléments de réponse. Les questions doivent être ouvertes. Les réponses viennent de vous. D'accord? Et dernière chose, nous vous montrerons quelques documents durant votre témoignage. Ce sont des documents dont vous n'êtes pas nécessairement l'auteur vous-même, mais dont vous avez peut-être connaissance. Donc, juste pour que vous le sachiez, ce ne sont pas des documents que nous vous attribuons à vous, mais simplement pour voir si vous pouvez vous donner vos commentaires et vos points de vue. OK. Voilà. Alors, j'aimerais commencer, M. Nguessan, avec votre parcours académique et professionnel. Est-ce que vous pourrez nous donner brièvement votre niveau d'études et votre parcours académique? Je suis diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Après un baccalauréat série C. Et est-ce que vous êtes spécialisé dans un domaine spécifique? Je me suis spécialisé essentiellement dans la finance et dans la gestion. D'accord. Et est-ce que vous vous rappelez en quelle année vous avez reçu votre diplôme? 1982-1983. D'accord. Je fais la pause pour les interprètes. Je m'excuse. Donc, vous avez obtenu votre diplôme en 82-83. Est-ce que vous avez commencé à travailler après avoir obtenu votre diplôme? Oui, j'ai commencé comme directeur administratif et financier du groupe Ron Poulenc en Afrique de l'Ouest. Par la suite, j'ai intégré l'énergie électrique de Côte d'Ivoire. Et après, je me suis installé à mon propre compte en créant un cabinet privé de gestion et de conseil. Vous avez toujours un cabinet personnel? Oui. D'accord. Et mis à part vos activités professionnelles, il est exact que vous étiez aussi actif dans le domaine politique? Oui. Je l'ai été à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau du mouvement des forces d'avenir, créé par mon ami Anaki Kobena, Innocent. Et par la suite, j'ai intégré le Rassemblement des Républicains du docteur Alassane Ouattara, où j'ai été le porte-parole pendant la campagne et après son élection. Je me suis retrouvé comme secrétaire général adjoint chargé de la communication et en même temps porte-parole de ce parti. Juste avant d'entrer un petit peu dans vos activités politiques, il est exact aussi que dans les années 70, vous aviez créé une association pour les personnes handicapées? Oui. Pouvez-vous en parler très brièvement? Mais c'est simple, de par ma stature de personne handicapée. En 1974,
j'ai créé l'association des handicapés physiques de Côte d'Ivoire avec des amis. En ce moment, j'étais à Bouaké. Par la suite, quand je suis arrivé à l'université, j'ai créé le groupement pour l'insertion des personnes, des étudiants handicapés physiques. Cela m'a permis d'assister à la conférence internationale en 1980 sur l'année des personnes handicapées. Et cela s'est passé à Paris, au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Merci, monsieur le témoin. Maintenant, vous nous avez parlé du mouvement des forces d'avenir. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer quand et comment vous êtes rentré dans la politique? Il faut dire que je suis entré en politique après avoir constaté qu'il y avait de graves injustices. J'ai aidé en 1992 mon ami Anaki à créer le MFA, mais je n'étais pas membre de son parti. C'est par la suite, à la suite de la grave crise que nous avons connue en 2002, que mon ami m'a demandé de l'accompagner à la conférence de Linas Marcoussi. Donc j'ai pris une part active à ses côtés à cette conférence. Et cela m'a amené à assister non seulement à la conférence de Linas Marcoussi, mais à participer à la rencontre d'Accra 2 et la rencontre d'Accra 3, qui ont été des éléments mis en, comme je disais, conférence d'Accra 3, qui ont servi à créer les conditions de la résolution de la crise en Côte d'Ivoire. La crise née des événements de 2002. Nous reviendrons sur ces accords très bientôt, Monsieur Nguessan. En 92, lorsque le MFA est créé, quels sont les autres partis politiques en existence à l'époque? Il y avait le Front populaire ivoirien, il y avait l'Union des sociaux-démocrates, USD, il y avait le PIT, et je dois vous dire que à partir des 90, il y a eu une floraison de partis politiques en Côte d'Ivoire suite au retour au multipartisme. Mais ce que j'ai connu et que j'ai remarqué, c'est le Front populaire ivoirien, le Parti ivoirien des travailleurs, l'USD et bien évidemment le PDCI. Je fais remarquer qu'à cette période, le Rassemblement des Républicains, dont je suis aujourd'hui le porte-parole, n'existait pas encore. Vous avez dit bien évidemment le PDCI. Donc, si j'ai bien compris, était-ce le parti au pouvoir à l'époque, en 92? Oui, en 92, c'était le PDCI qui était au pouvoir, avec à sa tête le premier président de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Très bien. Et juste pour faire un survol rapide des partis politiques auxquels vous avez participé à leurs travaux, vous avez mentionné le MFA et le RDR. En quelle année avez-vous rejoint le RDR? C'était en 2008. D'accord. Est-ce que vous étiez aussi membre du PDCI à un certain moment donné? Oui. Pardon. À la suite du coup d'État de 99, ayant constaté que ce coup d'État a nui à l'ensemble de nos activités, surtout en tant qu'opérateur privé, en conseil et gestion,
j'ai intégré un mouvement qui s'appelait en son temps la rénovation pour le PDCI RDA. Y avait-il une différence avec le PDCI même? C'est un mouvement interne, mais ce n'était pas le PDCI. C'était des cadres du PDCI qui avaient décidé d'apporter un renouveau à la machine du PDCI. Et je dois admettre que, personnellement, j'ai fait cette option parce que j'ai été écœuré de constater que mon pays venait de vivre pour la première fois un coup d'État. Et vous êtes resté au sein de ce mouvement jusqu'à quelle année? Jusqu'à la conférence de Linas Marcoussi. D'accord. Et juste pour terminer ce survol, est-ce que vous avez occupé des fonctions au sein du gouvernement ivoirien durant une quelconque période? Oui. À la suite du scandale des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, le Premier ministre d'alors, M. Charles Konan Banny, a rendu sa démission. Et il a plu au président Laurent Gbagbo de me nommer ministre des droits de l'homme sur proposition du Premier ministre Charles Konan Banny qui avait été reconduit par lui. Et pour combien de temps est-ce que vous étiez à ce poste, M. Nguessan? Je le suis resté à peu près 7 mois. Et c'était en quelle année? 2006 à 2007. Et je suis parti du gouvernement quand le Premier ministre Soro Guillaume est arrivé suite à l'accord politique de Ouagadougou. Il est vrai aussi que vous avez rédigé un livre en 4 tomes s'intitulant Devoir de mémoire, est-ce exact? Oui. Je me suis employé à la fin de mes activités ministérielles à collectionner l'ensemble des écrits, des dires, des images et des vidéos qui étaient disponibles aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en France à l'Institut des, comment on appelle ça, l'INA. Et cela m'a inspiré pour donner la possibilité aux générations futures de comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis le décès du premier président ivoirien, le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai écrit ces ouvrages après avoir compilé les informations. Le premier s'appelle, intitulé Succession. Le deuxième, intitulé Coup d'État. Le troisième, intitulé Rébellion. Et le quatrième ouvrage, s'est intitulé Illusion. En quelle année avez-vous complété ces 4 tomes? Il faut dire que cela a été vite. Je pense qu'à partir de... À la fin du mois de l'année 2007, j'avais fini les 4 tomes. Et j'ai aussi rédigé un ouvrage que j'ai appelé Côte d'Ivoire, les années de déchéance. Et j'ai complété
cette panoplie d'ouvrages par Côte d'Ivoire, comment bâtir un État de droit. Je voudrais ajouter que j'ai rédigé ces ouvrages. Je les ai édités, mais je ne les ai pas publiés. Parce que tout ce qui concerne l'histoire ou bien la mémoire n'a de valeur que bien plus tard. C'est ma contribution à la connaissance de ce que nous avons connu. Actuellement, je continue de collectionner les informations à un tel point que le prochain qui sera en édition va s'appeler Côte d'Ivoire la guerre et le 6e, ce sera Côte d'Ivoire de la refondation à la reconstruction. Merci, M. Nguessan. Alors, je clôt ici le survol un petit peu et j'aimerais rentrer dans des sujets plus précis. Au départ, en réponse aux questions du juge qui préside, vous avez indiqué que vous étiez du groupe ethnique Baoulé. Oui. Pouvez-vous nous décrire un petit peu le groupe ethnique Baoulé en termes de son importance au sein de la société ivoirienne? Le groupe Baoulé, l'ethnie Baoulé fait partie du grand groupe Akan. Et selon les informations que nous avons au plan statistique, les Baoulés représentent à peu près 37% de la population ivoirienne. Je dois vous dire que il y a à peu près 4 à 5 groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Le groupe Akan, qui part du centre de la Côte d'Ivoire jusqu'au sud et qui se prolonge vers l'est. Le groupe Krou, qui concerne les populations de l'ouest et du sud-ouest. Et puis le groupe Mandé Nord, qui concerne essentiellement les populations du nord. Donc je suis d'ethnie baoulé, né en territoire baoulé, principalement à Toumoudi, comme je l'ai décliné tout à l'heure. Vous venez de nous donner les principaux groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y en a plusieurs autres. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon générale, durant la période du conflit entre 2000 et 2010, pouvez-vous nous décrire quelles étaient les relations entre ces groupes ethniques? Votre question m'embarrasse un peu, puisque la Côte d'Ivoire est un pays où les cultures se sont profondément imbriquées. Moi qui vous parle, je suis un Baoulé du centre. J'ai épousé une Hébriée du sud. Ma sœur a eu un enfant avec un monsieur d'ethnie Krou, principalement Bété. J'ai un de mes frères qui a épousé une fille du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, nous ne pouvons pas dire que pendant la période de 2000 à 2010, c'était des antagonismes ethniques. C'est vrai. Certains hommes politiques ont voulu surfer sur les appartenances ethniques, mais dans la réalité, l'imbrication socio-culturelle de nos peuples n'a pas fait
émerger un système de lutte ethnique. Cependant, je dois dire qu'à un moment donné, certaines ethnies étaient systématiquement mises à l'index par les différents pouvoirs successifs. En effet, au lendemain du coup d'État de 1999, il n'était pas toujours aisé d'avoir un nom à consonance du Nord. C'est ainsi qu'est né le concept de l'ivoirité. Pendant la crise que nous avons connue, certaines ethnies étaient systématiquement mises à l'index. Les Akans, les gens du Nord. Mais au plan de la cohabitation, vous pouviez constater que dans la même cour pouvaient habiter aussi bien une personne du Nord, une personne du Sud, une personne de l'Est, une personne du Centre. Donc cela n'a pas impacté la cohabitation au quotidien dans les quartiers. Vous venez de vous dire il y a un instant que certains hommes politiques ont voulu surfer sur les appartenances ethniques. Donc, relative à ça, est-ce qu'il y avait une relation entre appartenance ethnique et appartenance politique? Voyez-vous, Mike. Maître Rocher. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Je souhaite soulever une objection à ce stade. L'accusation nous a fourni une déclaration de témoin, s'agissant du témoin présent, ce qui a informé la défense de ce dont le témoin allait parler. Or, cette question déborde du cadre de sa déclaration. Par conséquent, nous n'avons pas été dûment notifiés de ce thème que l'accusation souhaite aborder maintenant. Il y va de l'équité de la procédure. Le juge président. Eh bien, sachez que le témoin est ici pour pour répondre à des questions. Il n'est pas préparé, il répond à des questions que lui pose le procureur. Nous ne sommes pas ici pour l'orienter dans un sens ou dans un autre. Maître Rocher, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, c'est un point fondamental. C'est quelque chose qui ressort de façon systématique dans la jurisprudence. La défense doit disposer du temps nécessaire et des installations nécessaires pour préparer sa défense. C'est un principe fondamental en droit international pénal. Ce n'est pas à l'accusation qu'il appartient de poser des questions sur des sujets qu'elle souhaite aborder. L'accusation doit se limiter aux thèmes qui ont été notifiés à la défense. C'est le but même de la déclaration, la raison d'être de la déclaration de témoin. Le président, certes, mais on ne peut pas non plus orienter les réponses du témoin. Veuillez, Maître Rocher, non, je n'essaie pas d'influencer le témoin. Moi, je soulève une objection en ce qui concerne la question qui a été posée. Le procureur vient de poser une question. Le procureur a posé une question afin d'obtenir un éclaircissement sur la base d'une réponse qui a été apportée. Il a le droit de le faire. Maître Rocher, sauf votre respect, non, ce n'est pas ce qu'il a fait. La question qu'a posée le procureur était de savoir quelle était la relation entre l'appartenance ethnique et les politiques. Il essaie d'aborder un thème bien précis, potentiellement incriminant, et la défense n'a pas été notifiée de cela. C'est tout à fait injuste. Le président, monsieur le procureur, au paragraphe 34 de la deuxième déclaration, vous trouverez ce thème. Ma question, y avait-il une relation entre affiliation ethnique et affiliation politique?
Oui, je peux vous dire que sous nos cieux, il est rare de voir les partis politiques se créer sur la base des idéologies. On est PDCI parce que c'est dirigé par un Baoulé. On est RDR parce que c'est dirigé par quelqu'un du Nord. Et on est FPI parce que c'est dirigé par un crew. C'est aussi simple que ça. Donc, les gens sont très proches de leur leader politique en fonction de leur ethnie. Mais je dis, cela n'a pas constitué un impact important dans la survenance de la crise. Il y a eu quelques tentatives de certains hommes politiques de surfer sur cette situation pour pouvoir accroître leur audience. Je vous ai parlé tantôt du concept d'ivoirité qui a été un concept très dévastateur pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Alors, à propos de ce concept d'ivoirité, pouvez-vous nous dire où trouve-t-elle son origine? Certains vous diront que c'est une invention de quelques sociologues et universitaires au moment où le président Henri Konan Bédié était aux affaires. Quand vous lisez les thèses sur l'ivoirité, ils disent ceci en substance. L'ivoirité, c'est l'état d'être ivoirien, de s'approprier les valeurs ivoiriennes et la culture ivoirienne. Par la suite, compte tenu de la configuration démographique de notre pays, vous verrez que de manière systématique, ceux qui n'avaient pas des noms à consonance Akan ou bien Krou étaient considérés comme des non-ivoiriens. Je m'explique. Notre pays a une frontière commune avec le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, qui est un pays de langue anglophone, les deux premiers cités étant des langues francophones, le Libéria, pays de langue anglophone, et la Guinée, pays de langue francophone. Il se trouve que les pays de langue francophone que je viens de citer, le Mali, le Burkina et la Guinée, de part et d'autre de la frontière, on a les mêmes noms. Vous pouvez avoir un Koné en Côte d'Ivoire et les mêmes Koné se retrouvent au Burkina, au Mali et en Guinée, où nous avons principalement des Camara. Ce qui fait que très rapidement, il y a eu un amalgame entre le nom et l'appartenance à un État, à une nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit tantôt que certains hommes politiques ont surfé sur cela, sur le concept d'ivoirité, ils ont transformé le concept d'ivoirité en concept de rejet d'une catégorie de la population parce que, estimant que si on s'appelle Camara, c'est qu'on n'est pas un Ivoirien de souche. Et cela est sorti
dans la bouche de certains hommes politiques. Et cela a constitué, comme je l'ai dit tantôt, une fracture sociale très profonde et qui pourrait même justifier en grande partie tout ce que nous avons connu comme crise en Côte d'Ivoire. Vous nous avez mentionné que ce concept a vu le jour au moment où le président Konan Bédié était aux affaires. Oui, c'est ça. Donc, au sein de la présente affaire, il y a certains faits sur lesquels les partis se sont mis d'accord. Donc, on est d'accord pour dire que M. Konan Bédié est arrivé au pouvoir en 1993, au mois de décembre, Oui, suite au décès du président Félix Houphouët-Boigny. c'est exact. Suite à l'arrivée de M. Bédié, Konan Bédié au pouvoir, y a-t-il eu des élections en Côte d'Ivoire? Oui, il y a eu une élection en 1995. Une élection qui a été boycottée par les principaux partis politiques de l'opposition. Si mes souvenirs sont exacts, le Front populaire ivoirien a refusé d'aller à ces élections sous le prétexte que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection transparente, juste, démocratique et équitable. Le parti créé par Feu Jenny Kobena, qui sera dirigé plus tard par l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, a aussi boycotté cette élection. Donc, oui, il y a eu une élection en 1995 qui a vu la victoire du président Henri Konan Bédié. Vous venez de mentionner le parti créé par Feu Jenny Kobena. On parle ici du RDR. Le Rassemblement des Républicains. Et il fut créé en quelle année? 1994. Vous avez mentionné le Front populaire ivoirien. Pendant les élections de 1995, qui était à la tête de ce parti? Le Front populaire ivoirien en 1995 avait comme principal responsable l'ex-président M. Laurent Gbagbo. Donc, vous nous dites que ces deux principaux partis ont boycotté les élections de 1995. Quel effet est-ce que a eu l'arrivée sur la scène de M. Konan Bédié en tant que président de la République suite à cette élection? En tant que président démocratiquement élu, sur la base d'un concept qu'il a développé, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun, il a tenté de mettre en œuvre son programme. Jusqu'à ce qu'il y ait le coup d'État de 1999. En 1995, donc durant cette période d'élection, quelle était la relation ou l'état de la relation entre le FPI et le RDR? Ensemble, le RDR et le FPI ont créé ce qu'on appelait en son temps le Front républicain pour réclamer des élections justes, transparentes, démocratiques et équitables. Et pouvez-vous nous dire brièvement quel aspect de ces élections est-ce que le FPI et le RDR n'étaient pas d'accord avec?
D'abord, si mes souvenirs sont exacts, ils ont réclamé l'urne transparente. Ils ont aussi réclamé qu'on abaisse l'âge du vote. On passe de 21 ans à 18 ans. Ce sont les deux revendications essentielles que j'ai pu retenir. Vous nous avez dit il y a un moment que le FPI et le RDR étaient ensemble au sein du Front républicain. J'aimerais vous faire écouter une entrevue à l'époque. C'est un petit enregistrement de 2 minutes sur cette relation. Your Honors, en fait non, je continuerai en français. Le numéro d'enregistrement, c'est le CIV OTP 0052 0521. C'est dans notre liste au numéro 22. Et nous avons les notes sténographiques. CIV OTP 0054 0236. Alors l'extrait pour les interprètes, c'est à la page 2, les lignes 2 à 23. Est-ce qu'on est prêt à jouer? Est-ce qu'on peut avoir le plancher? The floor. La main. Le code électoral dit en effet que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir 40 ans révolus et être né ivoirien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir 40 ans et d'être né ivoirien. Parce que la nationalité ivoirienne elle-même a 35 ans. Tous ceux qui ont 40 ans, Konan Bédié, Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent, Dienou Kobina, nous tous qui avons plus de 40 ans, nous sommes nés français. Et nos pères et mères sont nés français. Donc ce débat s'étendra de lui-même, puisqu'il n'a pas de sens. On risque de se retrouver en octobre sans candidat. On pose les problèmes de la transparence. Il dit, voilà, il faut exclure les étrangers. Mais bien sûr que personne ne veut qu'un étranger soit chef d'État. Mais à partir de quel moment est-on étranger? À partir de quel moment est-on ivoirien? Et le code électoral n'a pas à se substituer au code de la nationalité. Alors pour entrer un tout petit peu dans la politique plus politicienne, votre parti, le FPI, a semblé soutenir très fortement l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. On sait par ailleurs que ce même monsieur Alassane Ouattara rencontre très souvent le président actuel, monsieur Bédié. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Mais d'abord, qui vous dit que nous soutenons Alassane Ouattara? Notre parti se soutient lui-même. Notre parti, dans le jeu électoral à venir, a fait une alliance avec le RDR, dont on nous dit que Alassane Ouattara est. Bon, ben, c'est tant mieux s'il en est. Nous sommes très contents de la naissance du RDR. D'abord parce que ça fait que le PDCI s'est coupé en deux. Et que pour la première fois, un Premier ministre, puisque vous parlez d'Alassane Ouattara, et des ministres, des anciens ministres, sont dans l'opposition. Ce qui est inédit en Côte d'Ivoire. En second lieu, ce parti se situe au centre, mais concrètement au plan politique, réclame les mêmes choses que nous. La transparence dans les élections, etc. Donc nous avons fait une alliance politique avec un parti de centre. Vous dites que Alassane Ouattara rencontre le président de la République, mais moi aussi je rencontre le président de la République. Et moi aussi je rencontre Alassane Ouattara. Nous avons souhaité rencontrer le chef de l'État pour discuter des conditions justement des élections. Donc là encore, il n'y a rien de nouveau. Elles sont aussi régionales d'une certaine manière, ces alliances, ou du moins elles sont perçues comme telles. Et... Pour les notes sténographiques, nous venons d'entendre l'extrait commençant dès le début jusqu'à 1 minute et 58 secondes. Monsieur Nguessan, avez-vous reconnu les interlocuteurs? Bien sûr. Pardon. Je vais trop vite. Allez-y, monsieur le témoin. Bien sûr que j'ai reconnu de manière très nette la voix du président Laurent Gbagbo. On entend donc au début Laurent Gbagbo parler de conditions d'éligibilité, de transparence, d'avoir 40 ans, être né ivoirien.
il donne son point de vue et dit que ce débat s'éteindra. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire par la suite, suite aux élections de 95, qu'en était-il de ce débat? Ce débat a continué, puisque en 1995, le parti au pouvoir, avec à sa tête le président Bédié, n'a pas donné suite aux revendications de l'alliance politique dénommée Front républicain. Et, pardon, j'attends la fin des transcriptions. Ce Front républicain, il a duré combien de temps, cette alliance entre le RDR et le FPI? Dans les faits, je ne crois pas qu'il ait beaucoup duré. Parce que au lendemain du coup d'État de 99, avant même qu'on aille aux différentes discussions pour la nouvelle constitution, ce Front républicain a volé en éclats. Vous nous avez indiqué plus tôt que le concept d'ivoirité avait des effets dévastateurs sur la société ivoirienne. Pouvez-vous nous dire sur le point pratique, dès qu'il fut utilisé donc, lors du règne de M. Konan Bédié, sur le plan pratique, quelles étaient les conséquences de ce concept? Je vais vous donner un exemple que personnellement j'ai vécu. C'était dans les années 98. Aujourd'hui, je revenais de l'intérieur du pays et à un corridor dans la ville de Toumoudi, où il y avait des gendarmes, des policiers, j'ai vu un car stationné, vide, dont les occupants étaient assis par terre, torse nu, parce qu'on leur avait demandé d'enlever leurs habits. J'ai demandé alors à mon chauffeur de s'arrêter pour que je sache pourquoi on fait descendre des gens, on les met torse nu. Et la réponse que j'ai reçue des hommes en tenue, c'est que ce sont des étrangers. Parce qu'il y en a qui s'appelaient Kone, d'autres Bakayoko. Donc, le concept d'ivoirité a impacté le comportement des forces de sécurité. On se souvient encore qu'à un moment donné, on allait faire les contrôles d'identité devant les mosquées et que les forces de sécurité qui étaient chargées de la sécurité des populations déchiraient les cartes nationales d'identité de toute personne qui avait un nom à consonance nordique. Cela a été des faits réels. Et je peux vous dire que ce sont des faits précis qui sont la conséquence logique du lavage des cerveaux dont les populations ont été l'objet suite au concept d'ivoirité. Vous venez de nous parler de l'année 98. Nous allons faire un petit saut dans le temps pour aller en 99. Alors, les partis sont d'accord pour dire qu'il y a eu un coup d'État en décembre 99
et que des élections présidentielles furent tenues le 22 octobre 2000 et que Laurent Gbagbo arriva au pouvoir suite à ces élections. Ça, c'est pour les partis, les faits numéro 1 et 95. Pouvez-vous nous dire, alors, si on se replace à décembre 99, qui mena le coup d'État de décembre 99? Ceux qui ont réclamé la paternité du coup d'État, c'est en premier lieu le général Guy Robert. Et le jour, il faisait sa déclaration radio-télévisée, il avait à côté de lui les généraux Palinfo, le général Koulibaly et certains autres officiers supérieurs. C'est eux qui, de manière officielle, ont réclamé la paternité de ce coup d'État. Je dois avouer que je n'ai pas la liste exhaustive de tous ceux qui étaient à l'écran pour faire cette déclaration de coup d'État accompli. Alors, 10 mois après ce coup d'État, nous avons des élections en octobre 2000. Donc, à l'époque, est-ce que vous faisiez partie d'un parti politique? Non. Toujours pas. Et est-ce que vous aviez joué un rôle particulier pendant ces élections? Pendant ces élections, en ma qualité de membre de la rénovation du PDCI-RDA, qui avait lancé un mot d'ordre de non-participation, nous nous sommes abstenus de prendre part au vote. Je me trouvais à l'intérieur du pays, principalement à Bouaké, et j'ai refusé de voter pour suivre le mot d'ordre de ce qu'on considérait comme étant une mascarade électorale. Pourquoi mascarade? Les principaux ténors de la classe politique en Côte d'Ivoire ont été éliminés. Ils n'ont pas été autorisés à être candidats. Le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, sous des prétextes qu'aujourd'hui on peut qualifier de farfelus, ils ont été tous mis à l'écart et ils n'ont pas pu prendre part à cette élection. D'aucuns ont même dit que le chef de l'État d'alors, le général Guy Robert, s'était taillé des adversaires à sa mesure. Vous venez de nous dire que Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara n'avaient pas été autorisés à être candidats. Pouvez-vous nous dire sur quelle base? Henri Konan Bédié, si mes souvenirs sont exacts, a été exclu parce qu'il ne pouvait pas justifier d'une présence continue sur le sol ivoirien, puisqu'il était en exil. Le président Alassane Ouattara a été exclu sous le prétexte de nationalité douteuse. Voici ce que je peux en dire. Avant les élections d'octobre 2000, une nouvelle constitution avait été adoptée, est-ce exact? Oui. Si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'est au mois de juillet 2000.
une nouvelle constitution qui a fait beaucoup parler d'elle, puisque ça a été la période du fameux « et » et du fameux « ou ». Cette clause qui indiquait que pour être candidat, il fallait être de nationalité ivoirienne et avoir son père et sa mère de nationalité ivoirienne. Mais ce que nous allons observer, c'est que pendant la campagne du moins la campagne référendaire pour cette constitution, le concept de « et » et « ou » a variablement été introduit. Donc, à la fin, on s'est retrouvé avec une constitution où c'est le « et » qui a primé, alors que celui-là même qui avait fait le coup d'État pendant sa campagne a insisté sur le « ou ». C'est bien plus tard qu'on va se rendre compte que le concept de « et » a été introduit après qu'il y a eu une belle propagande sur le « ou ». Est-ce que vous vous rappelez à l'initiative de qui est-ce que le « et » a été introduit dans la Constitution? Je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas participé à la commission consultative qui a rédigé les textes. Et donc, cette nouvelle disposition de la Constitution, a-t-elle eu un effet lors des élections de l'an 2000? Déjà, pour la sélection, bien la désignation et l'acceptation des candidatures, on a introduit le concept de nationalité douteuse. Et quand vous réalisez cela, vous verrez que cette nouvelle écriture de la Constitution avait un seul et unique objectif, c'était d'éliminer le président Alassane Ouattara de la course à la présidentielle. D'ailleurs, au moment où on faisait le forum de réconciliation nationale, le président Laurent Gbagbo avait dit que cette constitution avait été rédigée à cet effet. Donc, en fin de compte, est-ce que vous vous souvenez du nombre de candidats qui prirent part à cette élection? Non, j'ai pas la... Je sais qu'il y avait le général Guy Robert. C'est les deux principaux que j'ai retenus. Le général Guy Robert et le président Laurent Gbagbo. Vous nous avez dit que vous et un certain nombre de personnes qui faisaient partie du mouvement au sein du PDCI aviez refusé de voter. Bon, je vous demande quelque chose peut-être un petit peu trop précis, mais est-ce que vous vous souvenez du taux de participation durant ces élections? Je crois que ce taux de participation n'a pas excédé les 47%. Si mes souvenirs sont exacts. Juste un petit instant, s'il vous plaît. Nous avons un rapport de l'organisation Human Rights Watch. Vous êtes familier avec cette organisation? Oui. Et donc c'est le numéro 25 sur notre liste. Le IRN, c'est le CIV OTP 0052
0165. Et à la page 18 de ce rapport, on fait état d'un taux de participation de 37%. Est-ce que cela vous semble... Ça me semble correct. D'accord. Si nous parlons donc de cette élection et de la diffusion des résultats, est-ce que vous pouvez nous dire quelle fut la réaction du général Guéhi et dans quelle direction allaient les résultats? Il faut dire que le général Guéhi, avant même qu'on finisse de dépouiller ou bien compiler les résultats, s'était autoproclamé président élu. Ce que son principal adversaire, le président Laurent Gbagbo, a immédiatement rejeté. Donc, on se retrouve avec une élection, comme le dirait l'autre, très calamiteuse, avec deux candidats qui affirment, chacun de son côté, avoir gagné les élections. La suite, on la connaît. Donc, suite à la proclamation du général Guéhi, quelle fut la réaction de Laurent Gbagbo à ce moment? Les militants et sympathisants du Front populaire ivoirien, et surtout ceux qui n'avaient pas envie que la Côte d'Ivoire soit dirigée par un militaire, sont descendus dans la rue. Et pouvez-vous nous dire à l'initiative de qui est-ce qu'ils sont descendus dans les rues? À l'initiative du Front populaire ivoirien, qui justement estimait que le général Guéhi Robert n'avait pas gagné et qu'on assistait là à un hold-up électoral. En relation à ce sujet, j'aimerais vous faire entendre un autre enregistrement audio. Pour les notes, c'est le CIV OTP 0052 0522. C'est à la ligne 139 de notre liste. Pour les interprètes, les notes sténographiques portent la note, le numéro CIV OTP 0054 0239. Et c'est le numéro 140 sur notre liste. Est-ce que nous sommes prêts? Aujourd'hui, le devoir nous appelle. Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'imposture. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Guéhi recule. À partir de cet instant, j'estime que le gouvernement de transition est dissous et n'a plus sa raison d'être. En conséquence, tous nos camarades qui y étaient sont libérés de leurs obligations vis-à-vis de Robert Guéhi. Le gouvernement de transition, je le déclare dissous dès à présent. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État du Côte d'Ivoire.
Your Honors, did you get any translation on that audio? Est-ce que vous avez entendu la traduction? Ou est-ce que nous devons donner lecture pour le dossier? Apologize, Your Honors. Did you- Excusez-moi, est-ce que vous avez reçu ou entendu la traduction anglaise de l'enregistrement que nous venons de diffuser, ou est-ce que vous souhaitez que nous lisions le document en question? Le président, oui, est-ce que vous pouvez? Donc je vais lire CIVOTP 0054 0239 et je vais vous donner lecture de ceci pour que cela figure, pour que cela soit traduit dans un premier temps et figure au dossier. Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'imposture. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Guéhi recule. À partir de cet instant, j'estime que le gouvernement de transition est dissous et n'a plus sa raison d'être. En conséquence, tous nos camarades qui y étaient sont libérés de leurs obligations vis-à-vis de Robert Guéhi. Le gouvernement de transition, je le déclare dissous dès à présent. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Is it okay, Your Honor? That's okay. Thank you. Ça va, Monsieur le Président? Le Président, oui, très bien. Monsieur Nguessan, alors, quel a eu l'effet de cet appel de Laurent Gbagbo à ses militants? Les populations sont descendues dans la rue. Je dis bien militants du FPI, sympathisants, et ceux qui ne voulaient plus d'un régime militaire sont descendus. Et le général Robert Guéhi a été obligé de s'enfuir, de s'en aller. Avec les partisans du FPI dans la rue, est-ce qu'il y a eu une réaction de la part des forces de l'ordre? Les premières images qui nous reviennent Yes. Oui. La question posée par monsieur le procureur puisse correspondre exactement à la réponse donnée par le témoin. Je voudrais qu'il revienne sur sa question. Le témoin a dit qu'il ne s'agit pas seulement des partisans de monsieur Laurent Gbagbo. Il allait au-delà. Il a dit toutes les personnes éprises par le triomphe du droit. Donc, en reprenant la question, ne dites pas les partisans de Laurent Gbagbo. Alors, Well, it's- la réponse des... oui. It's a matter of Le Président. Mais écoutez, je pense qu'il faut poser la question sur la base du rapport ou de la transcription. La réponse était les sympathisants et ceux qui ne voulaient plus d'un régime militaire sont descendus. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu une réaction de la part des forces de l'ordre vis-à-vis ces manifestations dans les rues? en dehors de ce qu'on pourrait appeler la garde prétorienne qui était aux côtés du général Robert Guéhi, toutes les forces de défense et de sécurité
à cette période, ont accompagné le mouvement de foule pour obliger le général Gueye à s'en aller. Et vous parlez de la garde prétorienne du général Robert Gueye. Est-ce que cette garde a réagi d'une manière? Oui, il faut dire que à cette période, les Ivoiriens étaient fatigués de l'existence de ces milices. Il y en a qui s'appelaient la Camorra, Brigade Rouge. C'était tous des gens qui étaient à la solde du général Robert Gueye. Donc, vous vous doutez bien qu'au moment où le président Laurent Gbagbo lance ce mot d'ordre, cela n'était pas dans leur intérêt. Donc, ils ont réagi. Je crois que les différents rapports ont fait état de dizaines de morts, surtout au niveau des civils. Ça veut dire que ces milices à la solde du général Gueye ne sont pas restés les bras croisés. Mais l'armée ivoirienne, avec toutes ses composantes, a suivi le mot d'ordre donné par le président Laurent Gbagbo pour accompagner les populations en vue de la chute du général Gueye Robert. Et donc, la chute du général Gueye a-t-elle été suivie par l'investiture de Laurent Gbagbo? Oui. Par la suite, de manière officielle et selon notre loi fondamentale, le président Laurent Gbagbo a prêté serment lors d'une cérémonie d'investiture au palais de la présidence de la République au Plateau, à Abidjan. Vous nous avez dit plus tôt, et je vous demanderai de patienter un petit moment pour que je retrouve la réponse exacte. Vous avez parlé du concept de nationalité douteuse. Et vous nous avez dit que cette nouvelle écriture de la... S'il vous plaît. Pardon? La référence. Ah, pardon. C'est à la page 21, ligne 3 et suivante. Et votre réponse était de dire que cette nouvelle écriture de la Constitution avait un seul et unique objectif, c'était d'éliminer le président Alassane Ouattara de la course à la présidence. Et vous dites qu'au moment où on faisait le forum de réconciliation nationale, le président Laurent Gbagbo avait dit que cette constitution avait été rédigée à cet effet. Vous vous rappelez de cette réponse? Oui, je confirme ce que j'ai dit. J'aimerais vous faire écouter. J'aimerais que vous écoutiez un autre enregistrement. C'est le numéro CIV OTP 0052 0523. C'est le numéro 27 de notre liste. Pour les interprètes, la note sténographique est le CIV OTP 0054 0241. Que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. Ce n'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette Constitution
a été voté au moment où le problème Ouattara devenait empoisonnant pour tout le monde. Cet article règle le problème de Ouattara en ce que il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à la présidence de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara, c'est pour régler le cas de Ouattara. Ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez reconnu la voix dans cet enregistrement? Parfaitement. C'est la voix du président. Parfaitement. C'est la voix du président Laurent Gbagbo. Et ses propos, il les a tenus lors de son intervention au Forum de réconciliation nationale. Et ce forum a eu lieu en quelle année? 2001, 2002. Et vers la fin de l'année 2001 et début 2002. Suite à l'investiture de Laurent Gbagbo en l'an 2000, comment ont réagi les partisans du RDR? Le devoir de mémoire m'oblige à dire que quand le président Laurent Gbagbo a lancé son mot d'ordre pour demander que la rue chasse le général Guy Robert, les partisans du RDR sont aussi descendus dans la rue parce qu'ils se sont dit qu'il y avait la possibilité de changer les donnes. Je n'ai pas exactement en mémoire la personne qui a lancé le mot d'ordre au niveau du RDR, mais ce qui est sûr, cela a été une réalité. Alors là, vous parlez de la réaction du RDR. Du RDR, qui est aussi une partie des militants du RDR sont descendus dans la rue. Et donc là, vous parlez de la période suite à l'appel de Laurent Gbagbo. Oui, c'est ça. Alors la prochaine question, c'est suite à l'investiture de Laurent Gbagbo, comment ont réagi les partisans du RDR? Mais le RDR a pris acte. Et je dois dire que à cette période, je n'étais pas militant du RDR, mais ce que je sais, c'est que le RDR a pris acte du fait que le président Gbagbo était le président démocratiquement élu par le peuple de Côte d'Ivoire. Quelle a été la réaction, si vous vous souvenez à l'époque, de Alassane Ouattara? Donc je n'ai aucune souvenance de sa réaction. Est-ce que, suite à l'investiture de Laurent Gbagbo, les partisans du RDR, de l'opposition, ont manifesté? Je n'ai pas souvenance de manifestations suite à l'investiture. Très bien. Juste un petit instant. Monsieur le témoin, j'aimerais vous montrer un rapport de Human Rights Watch qui est le CIVOTP
0052 0165. C'est le numéro 25 de notre liste. Vous allez voir le document sur l'écran dans un moment. Très bien. C'est un rapport du mois d'août 2001 intitulé Côte d'Ivoire, le nouveau racisme. Et si nous allons à la page 12 de ce rapport, c'est la page, le IRN c'est le 0052 0176. Et si on pourrait agrandir sur le troisième paragraphe qui débute avec le 26 octobre 2000. Oui. Ici, ce que le rapport indique, c'est que lorsque les adhérents du parti FPI de Gbagbo étaient en train de fêter la consécration de leur nouveau président, le RDR de Ouattara est une fois de plus allé manifester dans les rues en demandant cette fois de nouvelles élections. Est-ce que cela vous rappelle un petit peu la situation à l'époque? Oui, j'ai souvenance de cette situation. Monsieur le Président. Maître Altit? Oui, merci, Monsieur le Président. Nous objectons. Vous vous souvenez que le témoin... Quel était son numéro? Le témoin Matt Wells n'avait pas été autorisé à commenter son propre rapport. Ici, le procureur veut faire commenter au témoin un rapport de Human Rights Watch, ce qui est bien entendu impossible. Et vous vous souvenez qu'il avait été dit que le rapport de Human Rights Watch était basé sur des oui-dire, n'est-ce pas? Ça avait été la base de la démonstration faite par votre chambre. Encore une seconde, s'il vous plaît. Je crois qu'en substance, c'est là notre objection. Le rapport de Human Rights a été utilisé pour les faits et non pas pour se livrer à des suppositions. Donc je vous en prie, Monsieur Dimerjian. Mais c'est peut-être l'heure de la pause, Monsieur le Président. Ou est-ce que je peux poursuivre? Le Président, non, vous avez raison. Je pense que le moment de la pause est venu. Vous souhaitez intervenir, Maître Hendry? Oui, je vous en prie. Intervenir sur ce point, mais avec un autre argument. Suite à la question posée par Monsieur le procureur, le témoin a répondu. C'était ça notre préoccupation. Le témoin avait déjà répondu, donc nous pensons qu'il était inopportun de lui présenter ce document. Surtout que la réponse donnée par le témoin était en contradiction avec l'élément que le procureur était en train de lui montrer. Le témoin a dit il n'a pas souvenance d'un appel des membres du RDR ou de la manifestation par des militants RDR et vous lui présentez un rapport qui parle d'une manifestation. Nous pensons que le témoin avait déjà répondu à cette question. I'm sorry, first of all. Le Président, excusez-moi de ne pas vous avoir donné la parole après que Maître Altit se soit exprimé. Mais là maintenant, une question a été posée au témoin. On a rafraîchi la mémoire du témoin par ce rapport. Il s'agit de faits. On lui demande maintenant s'il se souvient de ces événements. Et il a répondu, je ne pense pas que... on peut dire que le rapport est en train d'être utilisé de façon conflictuelle avec ce que nous avions décidé. Donc nous allons lever l'audience jusqu'à 11h30.